sommes le mercredi 16 janvier. Vous êtes à l'écoute de Mediapolis, votre nouveau rendez-vous du mercredi de midi à 13h sur les ondes de CISM évidemment. Comme chaque semaine, nous décryptons ensemble le monde impitoyable des médias. Moi, c'est Camille Test. Pour cette émission, je suis accompagnée par Pascal Jacob, Barbara Lopez et Léla Savic. Salut les filles. Salut. Salut. Comment ça va? Ça va bien. En première partie d'émission, Pascal, tu nous parleras de l'impact des téléréalités à effet bombe sur notre réalité. Barbara, comme chaque mois, tu es avec nous pour une chronique grand écran. Cette semaine, tu nous parleras de la représentation des journalistes dans les films de fiction. Et puis, en seconde partie d'émission, Léla, tu interrogeras notre invité Patrick Mbeko, spécialiste des questions géopolitiques et auteur de plusieurs ouvrages sur les conflits armés en Afrique. Il nous parlera entre autres de la manière dont est couvert le conflit qui gangrène le Congo-Kinshasa. Tout un programme, donc c'est comme chaque semaine, on est ensemble pendant 1 heure. Tout de suite, on s'écoute dans son carnet de Corail Park. C'était Corail Park avec Dans son carnet. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Vous êtes à l'écoute de Mediapolis tous les mercredis de midi à 13h sur les ondes de CISM, bien sûr. En studio avec moi, Pascal Jacob. Pascal, cette semaine, tu nous parles de télé-réalité. Oui, écoute, je vous parle des télé-réalités à effet bombe. Pourquoi je dis à effet bombe? Parce que il y en a qui sont plus populaires que d'autres. Bon, il y en a des bons, moins bons, des trash, moins trash. Il y en a pour tous les goûts. Bon, premièrement, je vais vous parler des télé-réalités que je pourrais dire qui sont faites pour lancer ou démarrer une carrière. Telles que La Voix, on parle de American Idol, qui sont des télé-réalités dont moi je trouve pour une génération de 15-25 ans, c'est bien. Parce que ça ouvre des portes dans un milieu hyper contingenté et hyper compétitif. Donc, c'est quand même difficile de partir une carrière en musique seule. C'est pas évident. Et ce genre de télé-réalité-là, ça peut aider à ouvrir des portes, comme ça peut vraiment détruire une image aussi. Alors, Pascal, est-ce qu'il existe des télé-réalités au contenu, je dirais, un peu moins médiatique? Oui, il y en a qui sont moins médiatisés, tels que, bon, je dis pas qu'ils sont moins, c'est juste que le contenu est plus important. Tels que les Dragons. Pour ceux qui savent pas, c'est la version québécoise de Shark Tank. C'est le genre de télé-réalité qui aide à démarrer, mais surtout à bâtir une compagnie. Mm-hmm. Donc, c'est le genre de télé-réalité qui est pas faite pour monsieur et madame tout le monde. Faut être prêt. C'est le genre de télé-réalité que ça passe ou ça casse parce que tu vas aller vendre
les bénéfices d'investir dans ta compagnie. Et ça, c'est face à des gens qui sont déjà en affaires, des gens qui ont déjà fait leur preuve. Et c'est vraiment stressant. Tous ceux qui veulent participer à ça doivent être prêts au niveau contenu, au niveau de la structure, mais surtout au niveau de la présentation et de leurs finances. Parce que ça va être une des premières questions qu'ils vont demander. Combien tu as fait? C'est le genre de... Moi, personnellement, je ne serais pas capable. Parce que c'est comme... Ça serait too much. Et pourtant, je me considère comme leader, mais pas au point d'aller vendre les bénéfices d'une compagnie. Je pense que j'ai pas la moelle épinière pour ça. Je pense aussi que c'est le genre de télé-réalité qu'il faut que mentalement, tu sois déjà prêt. Sois déjà un homme ou une femme d'affaires. Tu es comme déjà dedans, mais tu as besoin d'un genre de coup de pouce pour te lancer. Là. C'est très difficile. Et surtout au Québec, c'est difficile de se partir en affaires parce qu'il y a tellement de PME. Il y en a plein. Donc, tu sais, te partir seul et aller à la banque demander un 50 000, un 100 000... c'est hyper difficile. Tu sais, donc, je connais une personne qui l'a faite, puis qui a été acceptée, mais sa compagnie a fermé après. Tu sais, moi, je pense que le genre de télé-réalité faite pour ce type-là, c'est bon pour une longévité. Parce que les juges, c'est des gens qui sont connus. Donc, s'ils investissent, c'est parce qu'ils croient en ce que tu as. Et ils sont prêts à mettre les sous, le temps, l'argent. C'est pas évident, mais c'est faisable. Alors Pascal, quelles sont les télé-réalités les plus populaires ici? Écoute, sans aucun doute, c'est les télé-réalités à cerveau off. Moi, je les appelle de même parce que, après 12 heures là, au travail, tu as vraiment le goût de rien faire, déconnecter, cerveau à off, là, occupation double, c'est parfait. Parce que tu penses à rien. Tu fais juste regarder. Est-ce que c'est le genre de télé-réalité qui est faite pour une analyse? Non. T'sais, même moi, des fois, là, mes journées paresseuses, là, que j'ai pas le goût de rien faire, je vais plonger dans est-ce que je comprends tout? Non. Il y a des choses que je me demande pourquoi c'est là. Et c'est le genre de télé-réalité qui, ça peut avantager ceux qui sont là, et ça peut vraiment les démolir en sortant parce que la plupart d'entre eux, ils pensent pas à l'après. Après, tu dois faire face jugement, opinion. C'est pas évident. C'est même plus difficile que ce que les gens pensent. Faut avoir du culot pour pouvoir faire ça. Moi, j'aurais pas le culot. Je suis trop... Non, oublie ça. Moi, dans une télé-réalité, de même, on m'aurait tué, là, dans mon coin, je pleurais ma vie, là. Oublie ça. Je suis pas faite pour ça. Mais il y a du monde qui sont faits pour ça. Ils ont une personnalité tellement différente que oublie ça, c'est magnifique pour eux. Et ça leur donne une visibilité par rapport à une carrière qu'ils veulent faire, là. Tu sais, au niveau marketing, c'est vraiment bien pour eux autres. Mais alors, d'après toi, quel est l'impact des téléréalités sur la société? Il n'y en a pas beaucoup parce que, premièrement, il faut être capable de distancer télé-réalité et réalité. Ce qui se passe à la télé ne doit pas avoir un impact ou une influence sur nos vies. C'est trop bizarre, ça. Il faut être capable de se séparer. Et de ce que je peux voir, là, les gens continuent de vivre, voyager, prendre un verre. Les gens continuent de faire ce qu'ils ont à faire sans trop être influencés par la télé. Parce qu'au moment où est-ce que la télé-réalité, peu importe quel genre, rentre dans ton quotidien, le problème, ce n'est plus la télé, c'est vraiment toi, là. Mais la question que je me pose, c'est quelles sont les valeurs en fait que nous vend la télé-réalité? Est-ce que vouloir briller à tout prix, c'est quelque chose de sain en fait pour une société? C'est pas très très sain parce que vouloir briller, moi en ce moment je trouve que moi je brille là. J'ai pas besoin. Tu brilles, Pascal. J'ai pas besoin d'une télé-réalité pour. Mais il y a des gens et écoutez, là je vais passer un jugement, je devrais pas là, mais je pense que les gens qui passent dans les télé-réalités genre Love Story là, Big Brother, genre, c'est question d'attention, là. Tu sais, je veux dire,
il faut avoir le culot de vivre en huis clos pendant des semaines avec du monde que tu connais pas. Et il faut être vraiment isolé et coupé du reste du monde. Il faut vraiment que tu aies un manque quelque part. Il faut que tu aies un manque. Et est-ce qu'il y a des candidats de télé-réalité qui ont réussi à tirer avantage de ces expériences-là? Sans aucun doute, au Québec, bon, il y a Marie-Pierre Morin elle était bien, mais aujourd'hui, elle est rendue, elle est respectée, là. Qu'on le veuille ou pas, elle a fait ses preuves, sa place, bon. Dans Hockey Wives? Oui, elle était dans Hockey Wives. Je me rappelle plus si c'était le nom. Là. Puis récemment, elle a joué dans un film de Denis Arcand. Aujourd'hui, elle est plus prise au sérieux qu'avant. Parce qu'elle a joué dans Hockey Wives. Ben parce qu'elle a joué, elle a participé. C'est ça. Mais ce qui est triste, c'est qu'à l'époque, elle était dans Occupation Double. C'était réellement l'antagonisme, là. C'était le mouton noir. Elle est sortie de là. Elle était traumatisée parce que les gens jugeaient beaucoup. Bien sûr. Ils jugeaient beaucoup. Donc, il fallait qu'elle soit prête à ça. Et je trouve qu'elle a quand même tourné ça bien. Parce qu'aujourd'hui, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Mais il faut dire que, bon, moi, je fais partie de ce monde-là, oui. C'est facile de porter un jugement quand que c'est une télé-réalité où est-ce qu'il y a beaucoup de montage. Le montage, là, ça démolit. Bah, c'est sûr, mais en fait, est-ce que toi, tu nous conseilles, est-ce que tu considères qu'il y a quand même des télé-réalités qu'on peut regarder sans contribuer à une espèce de marché Oui, je dirais que ceux qui aiment beaucoup le monde affaires, business, les dragons, c'est vraiment bon. C'est vraiment intéressant. Et la chaîne Home, moi, je suis beaucoup dans le côté immobilier. J'aime beaucoup ça. Donc, la chaîne Home, là, c'est vraiment ça. Et je sais pas, je trouve que c'est des télé-réalités informatives. C'est pas juste là pour être là. OK. Ouais. Merci Pascal Jacob. Dans quelques instants, on discute de la représentation du journalisme dans la fiction. Comment les journalistes sont représentés au cinéma. Barbara Lopez, tu nous expliqueras tout ça juste après La vie te sourit, Ricky de Ricky Hollywood et Où va le monde de la femme. À tout de suite. La vie te sourit, Ricky, toi la vie te sourit. Tu as toujours la vie belle. Des fois je me demande si les filles et les garçons c'est cruel ou sont mes vrais amis. Pourquoi
pourquoi je me méfie? Qu'a-t-on pu bien faire de tous ces sacrifices? Oui, personne n'est fidèle, mais pourtant la vie doit rester toujours belle. Et peu importe si l'homme reste si cruel avec ce qu'il est, il faut sans doute pardonner, mettre son ego de côté. Pourquoi tout le monde se ment et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère la plus totale? Donner ma confiance et mon cœur, pourquoi ça me fait si peur? Est-ce bien normal? Non, c'est pas normal. Je ne veux plus être la bonne voix. Je ne veux plus cacher ma vie avec des histoires qui finissent toujours en larmes ou en cauchemar. Je ne veux plus broyer mes bras. Mais où va le monde? Pourquoi chaque fois que je veux bien faire les choses, dire toujours de travers? Pourquoi les gens se mentent? Pourquoi les gens se trompent? Est-ce que toi aussi, des fois, tu te demandes pourquoi la vie est si compliquée? Surtout quand deux personnes s'aiment mais qui semblent être bien ensemble. Ça paraît si facile, alors comment ça se fait qu'à chaque fois, ça finit en pleurs? Je n'en peux plus des histoires futiles, je n'en peux plus de tous ces bourreaux et de toutes ces victimes. L'homme se contredit à longueur de journée, il ne sait pas ce qu'il veut, c'est pour ça qu'on se fait du mal. Est-ce bien normal? Il y a des questions où je sais que je ne trouverai jamais la réponse. Il y a des choses auxquelles on ne peut rien faire, il faut sans doute s'en moquer, passer à travers. Et moi, je ne serai plus la bonne voix. Je ne veux plus cacher ma vie avec des histoires qui finissent toujours en drame ou en cauchemar. Je ne veux plus broyer plus noir. C'était La vie te sourit, Ricky de Ricky Hollywood et Où va le monde de la femme. Vous êtes toujours à l'écoute de Mediapolis sur les ondes de CISM 89.3 FM. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, vous êtes toujours dans votre rendez-vous média du mercredi midi. Ta chronique grand écran, cette semaine, tu t'intéresses à la représentation du journaliste dans les films de fiction. Et oui, tout à fait. Merci de m'accueillir. Alors, pourquoi je voulais faire ma première chronique grand écran de Mediapolis sur le journalisme en fiction? Tout simplement parce que je pense que l'espèce de crise d'image, de représentation que traverse le journalisme en ce moment, cette espèce de climat de défiance et de méfiance à l'égard de la presse qui circule chez le public, mais aussi dans la sphère politique, nous pousse à nous interroger sur la mythologie du journalisme et justement la fiction. Puis là, ici, on aurait pu se prêter à l'exercice aussi à travers la littérature. Mais les fictions, c'est toujours des éléments intéressants à analyser quand on se penche sur des notions de représentation ou d'imaginaire collectif. Fait que au cinéma de fiction, puisque c'est le cas qui nous intéresse aujourd'hui, je précise parce que j'aurai l'occasion de vous parler du documentaire dans une autre chronique, mais autant vous dire que le corpus est très large et diversifié. Donc pour cette analyse rapide, moi je vous propose de séparer ça en deux grosses catégories. Dans la première catégorie, on rangerait les films dont le sujet principal n'est pas le journalisme, mais qui insèrent une représentation des médias dans leur histoire, soit en tant que quantité, soit avec un personnage.
Dans la deuxième catégorie, il y aurait ce qu'on appelle les films de journalisme, ou en anglais newspaper movie. C'est un genre cinématographique en fait qui est consacré à la représentation de la presse et des médias et qui s'est popularisé à Hollywood à partir des années 30-40, notamment avec le succès du célèbre film d'Orson Welles, Citizen Kane, en 1941. Alors, ce qui fait grincer des dents, je pense que les gens autour de la table ils pourront le dire de temps en temps, c'est que pour nos amis journalistes, dans ces deux catégories de films, on trouve un certain nombre de mythes, de stéréotypes et d'idéalisation de la profession. En fait, le journaliste, c'est une fonction qui inspire énormément les scénaristes. On la trouve évidemment dans beaucoup de films politiques, des thrillers, mais aussi, curieusement, bien représentée dans les comédies romantiques. D'un côté... Explique-nous ça. Oui, je veux dire ça. D'un côté, il y aurait la mauvaise presse en tant qu'entité, avec la figure du vilain journaliste. La mauvaise presse au cinéma, elle incarne les critiques qu'on peut aisément retrouver dans le monde réel, à savoir une presse élitiste, proche du pouvoir et connivente, qui se fait parfois totalement manipuler par les hommes politiques, comme dans le film par exemple Les Hommes d'influence ou Wag the Dog de Larry Levinson en 1997. C'est une presse qui interprète l'information à sa guise pour manipuler l'opinion publique au détriment des innocents, comme dans The Gone Girl ou Les Apparences au Québec de David Fincher en 2014. Et surtout, c'est une presse motivée par la rentabilité qui n'hésite pas à inventer de l'information et à propager des fake news, comme dans L'Homme de la rue, Meets John Doe de Frank Capra en 1941. On a affaire au personnage du vilain journaliste. C'est souvent une personne excessivement ambitieuse et opportuniste qui n'a jamais entendu parler du mot déontologie et qui n'hésite pas à coucher avec ses sources, son sujet, son patron pour arriver à ses fins. On pense notamment à Zoe Barnes dans la série, parce que là je parle de cinéma, mais on peut aussi parler de la série House of Cards en 2013. Donc le personnage du vilain journaliste, il est intense, avide de reconnaissance et obsédé par la concurrence, la gloire et le scoop. La caricature du vilain journaliste est même parfois poussée à l'extrême, comme dans le film Nightcall, The Nightcrawler ou Le Rôdeur. Je dis tous les titres en anglais, en français au Québec. De Diane Giraud, sorti en 2014, je sais pas pourquoi j'ai dit 1980, où la figure du journaliste est carrément incarnée par un dangereux sociopathe égocentré. Mais sachez que le cliché opposé est tenace aussi. L'idéalisation et la vision romanesque du métier collent aussi à la peau du journaliste en fiction. Alors tel que Clark Kent qui se transforme en Superman et sauve le monde entre deux articles, le journaliste est parfois l'incarnation d'une morale et d'un courage à toute épreuve. On retrouve le stéréotype du journaliste solitaire qui se transforme rapidement en détective ou en justicier. Il se retrouve emporté dans des aventures rocambolesques, fusillades et courses-poursuites à la pluie, mais il ne persistera quoi qu'il arrive dans sa quête de la vérité, quitte à mettre en péril sa famille, sa carrière et même sa vie. On pense notamment au journaliste dans Millennium, le film de Neil Ardenson Opelvek. C'est dur de dire les mots en suédois. Neil Arden Opveld, en tout cas, en 2009, ou au film L'Enquête de Vincent Garrel en 2015. Un peu moins excitant, on a aussi le cliché qu'on retrouve du journaliste glamour, qui est souvent en fait la journaliste. Pour cette journaliste, deux critères s'imposent: avoir une vie centrale trépidante et un humour décapant, comme dans le journal de Bridget Jones de Sharon Maguire en 2001. De la stagiaire persécutée à la bête de travail carriériste et tyrannique, son métier lui imposera toujours de s'habiller en robe de créateur et de rencontrer des riches et beaux garçons, comme dans Le Diable s'habille en Prada ou Sex and the City. Ah bah dommage. Hein. C'est vraiment dur, hein, la vie. Très dur la vie. Donc on peut le voir, une chose est certaine, c'est que le métier de journaliste inspire la fiction, mais ça peut aller un petit peu dans tous les sens. Donc je me suis penchée sur la deuxième catégorie, les films de journalisme, en demandant à mes amis journalistes autour de moi s'il y avait quelques films qui trouvaient grâce à leurs yeux.
Parce que le but du film de journalisme, c'est avant tout de se concentrer sur l'envers du décor et d'aborder les thématiques du conflit d'intérêts, de l'intrusion du pouvoir et des obstacles à la liberté d'expression. D'ailleurs, la star incontestable du film de journalisme, c'est l'investigation et la mise en scène d'histoires vraies. Même si on ne passe pas à côté de certains clichés, surtout dans le cinéma hollywoodien, et d'une tendance à vouloir ériger des figures héroïques, certains newspaper movies ont su peindre des portraits du journalisme qui sembleraient relativement justes, même aux yeux des principaux intéressés. Dans mon sondage personnel, on retrouve 3 films récurrents. En première position, on aura Les Hommes du Président ou All's President's Men. Film, Ouais, sorti un film de Alan Pakula, sorti en 1976, où il met en scène Robert Redford et Dustin Hoffman dans les rôles des journalistes du Washington Post, Bob Woodward et Carl Bernstein. Oh mon Dieu, prononciation des mots anglais, c'est terrible, c'est terrible. Mais au moins, vous aurez tout écrit, donc... Alors, donc avec leur enquête, le film suit vraiment à la trace les 2 journalistes qui, avec leur enquête, avaient fini par faire éclater le scandale du Watergate, scandale qui a entraîné la chute du président Nixon. En deuxième position, il y a le film Spotlight, ou Spotlight édition spéciale au Québec, sorti en 2015, coécrit par Tom McCarthy et Josh Singer, et réalisé par Tom McCarthy. Il raconte en fait l'histoire d'un article important la rédaction en fait d'un article important par une équipe d'investigation du Boston Globe, qui est une vraie équipe appelée Spotlight, donc qui a dévoilé un scandale impliquant des prêtres pédophiles couverts par l'Église catholique dans la région de Boston. Donc il est fondé sur une histoire vraie. Les 2 réalisateurs ont passé plusieurs mois à interroger la vraie équipe de Spotlight, l'équipe de Spotlight qui a reçu le prix Pulitzer pour cet article en 2003. Donc, dans ce film, ce qui est intéressant, c'est que le journalisme est représenté au sens large et que les questions qui l'entourent est vraiment plus importantes que les personnages ou même que l'affaire. On se pose des questions sur est-il important que la vérité sorte ou pas? Quel est l'impact de publier un tel article? Est-ce que ça mérite d'être publié? À quel moment le faire? Quelles seront les conséquences? Ce sont toutes des questions qui sont vraiment bien retranscrites dans le film et qui renvoient à un aspect du journalisme qui a rarement été aussi bien abordé en fiction. Le dernier film dont je vais vous parler, donc qui intervient dans mon petit sondage, c'est un film qui est sorti en fait il y a tout pile 1 an. Ça s'appelle The Post, Le Post ou encore Pentagon's Paper en France. C'est réalisé par Steven Spielberg et ça raconte le destin de Katharine Graham, qui est jouée par Meryl Streep, la première femme directrice de la publication d'un grand journal qui est le Washington Post. Donc dans le film en fait, Catherine s'associe à son rédacteur en chef Ben Bradley, qui est interné par Tom Hanks, pour dévoiler un scandale d'État monumental. Il publie à la suite du New York Times des documents classés secret défense prouvant que 3 présidents américains savaient que la guerre du Vietnam était perdue d'avance. Et en fait, toute la dramaturgie du film se concentre entre le bras de fer de la presse et le pouvoir politique du président Nixon à l'époque où se déroule l'affaire. Alors qu'on suit aussi la rédaction de cet article quasiment caractère par caractère. Donc même si on peut retrouver quelques critiques sur ce film, notamment sa réalisation un petit peu trop lisse et un peu trop calibrée pour les Oscars, parce que c'est un film d'ailleurs qui a récolté pas mal d'Oscars, certains journalistes semblent voir dans The Post un message intéressant par rapport au contexte actuel. Plus qu'une représentation absolument fidèle ou du journalisme ou réaliste, The Post c'est surtout un hommage en fait à la presse indépendante qui s'adresse directement au scepticisme ambiant et en filigrane à Donald Trump bien sûr. Un film qui peut faire du bien aux journalistes et à tout le monde d'ailleurs, car selon Edoui Pollenel, le célèbre journaliste d'investigation, quand il parle du film, il dit « Ce film nous renvoie à l'honneur du journalisme. Nous dit que l'honneur du journalisme, ce n'est pas être au service du patron ou des intérêts. La force, c'est de se dire « Je suis du côté du droit de savoir des citoyens ».
Donc, pour conclure, moi, ce que je vous invite à faire, comme à chaque fois dans mes chroniques, c'est d'aller voir la filmographie des films dont je vous ai parlé, que je mettrai sur Facebook, nous dire ce que vous avez pensé des films si vous les avez vus, et puis si le sujet du journalisme en fiction vous intéresse, je vous invite à consulter 2 ouvrages et une filmographie que je vais vous transmettre. Le cinéma et la presse de 1895 à 1960 de René Jeanne et Charles Ford, ainsi que le journalisme au cinéma de Sonia Dayan Herzbrand. Je vous mettrai les ouvrages dans le Facebook, ainsi que 3 filmographies de la CRIMED, donc Action Critique Média, qui sont quand même très complètes et vraiment bien faites, avec filmographie des fictions sur le thème des médias et du journalisme, filmographie des documentaires sur les médias et le journalisme, ainsi que la filmographie des fictions sur les médias. Voilà, merci, ce sera tout pour moi. Merci Barbara. Merci. Dans quelques minutes, nous serons rejoints par Patrick Mbeko. Il est spécialiste des questions géopolitiques et auteur de plusieurs ouvrages sur les conflits armés en Afrique. Les élections au Congo-Kinshasa qui se sont déroulées la semaine dernière nous ont donné envie d'en savoir plus sur la manière dont sont couverts les événements parfois dramatiques vécus par ce pays, et le tout dans la presse internationale. On s'en parle dans quelques minutes avec Leila Savic qui mènera l'interview. Mais avant cela, on s'écoute Baggies avec son titre Odieux et Teekren du Nigérien Bombino. À tout de suite. Tu me connais déjà, je suis broke mais beau girl, loin d'être fourni le genre qui fait trop ce que les autres veulent. Si je match chaque menace quand face à tes beaux yeux, je pourrais dire tout ce que je pense, mais je pense que ce serait grossier. Je t'ai pas vu depuis un bout, so how it goes, yeah. Moi j'suis toujours le même qui remet à demain ses dossiers. Le grand rêveur qui espère pas finir concierge. Je me tue blab le cerveau avec tes grosses poses. C'est à cause que j'ai sonne grosse que je focus sur le goal. Faut que je finisse la hausse à cause, c'est le concept. Mais Mose, je te concède, c'est un concept vague là-dessus, je l'ai filmé avec mon seul. Oh shit, yo check this out, 30 dans la sauce, yeah. Ta bitch qui me genre c'est plus du 30 ans qu'à Rosé. Jusqu'à Rosé, on est pauvre gang. Damn, un matin, je retrouve pas encore mes chaussures. Yo, j'ai appris que tout ce qui compte c'est yourself. Mais Neil dépose avec tes contrats sans Yosef. Plein de bonnes choses de fait. Mes projets sont tellement concrets qu'ils se font seuls. Sourcils français, je leur dis que je bitch des français. Grand cercle, rempli de questions, des c'est bon c'est blanc c'est fleurs me font voir la vie en rose. Mais le jour que ça me rapporte pas du bread, ça va être grosse. Nous, puis personne d'autre. Nous, puis personne d'autre. Nous, puis personne d'autre. T'achètes mon tape, tu me dis back, big up. De ce qu'on après le dipiage, j'ai les gaspillés bad, c'est comme ton engrenage masque les traces, j'ai le star, j'ai le gaz, le cash, il est pas jamais neuf. T'achètes mon tape, tu me dis back, big up. De ce qu'on après le dipiage, j'ai les gaspillés bad, c'est comme ton engrenage masque les traces, j'ai le star, j'ai le gaz, le cash, il est pas jamais neuf.
C'était Teigraine du Nigérien Bombino. Teigraine, ça veut dire les arbres en langue tamashek, qui est l'une des langues parlées par les Touaregs du Niger. Juste avant, on écoutait Audio du rappeur québécois Baggies. En studio avec nous, Patrick Mbeko. Bonjour Patrick. Bonjour. Bienvenue à Mediapolis. Vous êtes notre deuxième invité de la saison et pas des moindres. Vous êtes spécialiste des questions géopolitiques, auteur de plusieurs ouvrages sur les conflits armés en Afrique. Je passe le micro à Léla Savic qui va se charger de décrypter avec vous la manière dont sont couvertes certaines questions africaines et notamment congolaises dans les médias. Bonjour Patrick. Bonjour Léla. Alors Patrick, vous êtes aussi journaliste d'enquête, vous avez écrit 5 livres, vous êtes présentement en train d'en écrire un autre sur les criminels de guerre. J'aimerais aujourd'hui que vous nous parliez de votre perception des présidentielles au Congo. Comment est-ce que ça a été couvert selon vous ? Moi je pense qu'il y a eu, tout dépend des médias. Au Québec, les élections n'ont pas été couvertes comme il se doit. Bon, on a décrit la situation d'ensemble, mais vous savez, ce genre de questions sont un peu complexes. Et ici, nous n'avons pas vraiment des vrais spécialistes pour traiter ce genre de questions. Et l'autre problème, c'est qu'on fait beaucoup plus appel à des experts, entre guillemets, québécois ou français ou occidentaux que de faire appel à des Africains qui maîtrisent mieux ces genres de sujets. D'ailleurs, ce matin, j'écoutais une émission à Radio-Canada. On avait interviewé un Français pour nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé au Congo. C'est tout le problème. Voilà. Peut-être qu'on va rappeler brièvement, en 2 mots, les élections au Congo, ce qui s'est passé dans quel contexte ? Dans un contexte chaotique, nous avons eu, la Commission nationale électorale indépendante a proclamé un candidat qui n'est pas le bon candidat. Bon, ça c'est un peu fréquent sur le continent africain où on n'organise pas les élections pour les perdre. Mmh. Donc c'est Martin Fayulu qui a gagné dans les faits, mais c'est Félix Tshisekedi Merci qui a beaucoup. été proclamé vainqueur.
Ok. Pourquoi? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Simplement parce que il y a la question congolaise, disais-je tantôt, elle est un peu complexe. Vous avez un président qui est là depuis près de 18 ans, Monsieur Joseph Kabila, qui ne veut pas quitter le pouvoir. Voilà. Et ça fait 2 ans. Les élections auraient dû avoir lieu en décembre 2016. Elles n'ont pas eu lieu. Le pouvoir a prétexté que le pays n'avait pas de moyens. Bon, là, il y a eu des pressions internationales. Nous avons eu des élections, sauf que on n'a pas voulu. Le président sortant n'a pas voulu, parce que c'est un peu lui qui a nommé le président entre guillemets qui vient de gagner, en fait, il n'a pas voulu accepter M. Fayulu parce que celui-là est considéré comme un nationaliste qui est très, très opposé à tout ce qui se passe là-bas. Et surtout, le président sortant a aussi peur au cas où il lâche le pouvoir, qu'il soit poursuivi par la suite pour tous les crimes qu'il a eu à commettre. Donc, on préfère mettre de côté le candidat nationaliste qui est beaucoup plus sérieux pour privilégier celui qui peut être considéré comme un pantin et qui ne va pas poursuivre le président sortant pour des crimes qui ont été commis. Donc, justement, sur ces crimes, les Nations Unies stipulent que la situation au Congo est un génocide incontestable. On parle de plus de 9 millions de morts depuis 1993. Pourtant, on n'entend pas trop parler de ces questions-là, du Congo ou de qu'est-ce qui se passe là-bas. Pourquoi, selon vous? Simplement parce qu'il y a trop d'intérêts qui impliquent aussi des intérêts canadiens. Il faut quand même rappeler que la crise congolaise résulte d'une guerre qui a été menée en 1996 par le Rwanda et l'Ouganda, soutenus par les États-Unis, avec l'assistance des multinationales canadiennes qui ont signé des contrats avec des groupes rebelles avant même qu'elles ne prennent le pouvoir en 1997. Donc vous avez ce genre de réalité qui fait que quand on sait que dans le système occidental, les médias sont la propriété des groupes privés qui eux-mêmes ont des liens avec d'autres groupes privés qui opèrent dans la région, il devient difficile pour traiter ce genre de questions. L'autre problème ici au Québec, particulièrement je dirais au Canada, c'est que c'est considéré, le Congo est très loin pour certains journalistes et donc on préfère encore avoir recours aux dépêches de l'AFP que de traiter la question comme il se doit. En fait, nous n'avons pas beaucoup de spécialistes des questions internationales, surtout africaines ici au Canada et particulièrement au Québec. Ça aussi, on peut considérer cela comme l'un des facteurs qui font que les questions ne sont pas traitées avec pertinence comme il se doit ici. Donc, sur ce point, pour les gens qui ne savent pas, quels sont les intérêts occidentaux au Congo? Je vais vous résumer un peu l'histoire du Congo. Quand on a découvert le pneu par John Dunlop, c'est le Congo qui avait fourni le caoutchouc utile à la fabrication de pneus sur le plan mondial. La bombe atomique qui a été larguée à Nagasaki en 1945 par les Américains avait été fabriquée avec de l'uranium provenant du Congo. Le Congo avait fourni durant la Deuxième Guerre mondiale plus de 1 million de tonnes de cobalt. Et aujourd'hui, on parle de cobalt dans la fabrication des batteries des voitures électriques. Écologie oblige. 40% de ce cobalt la mondiale provient du Congo. Nous avons des ordinateurs et des portables. 80% des réserves mondiales de coltan utilisées dans la fabrication de tous ces équipements électroniques proviennent du Congo. Donc vous voyez un peu dans quelle configuration on est et quel genre de pays c'est en fait. C'est un pays dans lequel se retrouvent plusieurs intérêts divergents à travers le monde. Il y a aussi la question des minières canadiennes. Exactement, qui ont été cités dans le premier rapport des Nations Unies sur le piège des ressources naturelles du Congo. 5 multinationales canadiennes qui parfois utilisent des poissons pilotes qu'on appelle des compagnies juniors. Il faut rappeler que le Canada est quand même la première puissance minière mondiale. 70% des compagnies minières sont enregistrées à la bourse de Toronto, qui est la bourse des métaux. Pourquoi justement est-ce qu'on entend parler de ça selon vous dans les médias canadiens? Est-ce que vous êtes satisfait de la couverture de nos médias de ces questions-là, de ces réalités-là? Vous savez, au Canada, quand on parle de la région des Grands Lacs, donc le Congo est un pays de la région des Grands Lacs, c'est pour parler du génocide rwandais parce qu'on a eu le général Dallaire qui est impliqué et puis ça s'arrête là. Bon, quand on a parlé des multinationales canadiennes, il y a eu un ami qui est un intellectuel et professeur qui a été professeur ici, Alain Deneau, qui a fait un livre Nord-Canada et vous savez ce qui s'est passé? Il a été poursuivi pour 11 millions de dollars par 2 multinationales canadiennes qui opèrent au Congo, Banro et Barry Gold. Et puis, le livre a été retiré du marché. Donc, on est dans ce genre de réalité. Le Canada, qui est un pays démocratique, a aussi une législation de complaisance qui fait qu'on ne peut pas s'attaquer à ces multinationales. Et les médias, dont certains dépendent de ces multinationales ou de leurs amis, ont peur ou ne veulent pas aborder ce genre de questions, soit parce que c'est très compliqué ou ça peut poser problème pour certains groupes d'intérêts puissants. Camille, tu avais une question? En fait, je me demandais si la manière dont était couvert l'Afrique, est-ce que c'était moindre dans les médias canadiens que par exemple l'Asie, l'Amérique du Sud ou d'autres continents? Ou alors est-ce que c'est comparable? Non, c'est pas comparable. Je veux dire, au Canada, la question africaine n'est presque jamais couverte. À la limite,
couvertes, à la limite, on fait appel aux dépêches de l'AFP. C'est vraiment ce que l'on constate à chaque fois qu'il y a une question importante, même quand vous parlez de Radio-Canada ou TVA, ils vont faire appel aux dépêches de l'AFP. Mais on n'a pas de spécialiste de la question. Même Madame Sophie Langlois, qui couvre parfois certaines questions africaines, elle le fait à partir de Montréal. Donc c'est assez problématique. On n'a pas de correspondants dans ces pays-là. Et on considère aussi que c'est très loin. Et il y a une sorte d'américanocentrisme ici, là, que l'on constate ici, qui fait que il est difficile de couvrir d'autres questions, à moins que ces questions aient un lien direct avec des personnages ici. Tant que ce n'est pas le cas, bon, on n'en parle pas. Vous pouvez prendre, c'est une parenthèse, quand il y a un attentat dans un pays occidental, on en couvre, on en parle partout. Quand il y en a en Afrique, bon, c'est très loin, c'est un peu compliqué. Et puis, c'est la loi du mort au kilomètre. C'est ça, mais justement, est-ce que c'est effectivement, il y a assez peu de couverture de l'Afrique, mais est-ce qu'il y a plus de couverture de l'Asie? Ou alors, je pense que oui, quand même, parce que vous avez un pays qui s'appelle la Chine, qui est aujourd'hui une très grande puissance. On ne peut pas s'en passer. Et donc, les médias sont obligés aujourd'hui d'avoir des correspondants en Chine. Ils n'ont pas le choix. Le Radio-Canada, si je ne me trompe pas, a aussi un correspondant en Chine. Elle a eu un correspondant en Syrie, par exemple, aussi pendant la crise syrienne. J'avais un jour posé une question à un de mes anciens profs, qui est un journaliste de Radio-Canada. Mais pourquoi c'est comme ça? Ils ont dit, bon, parce que c'est lié aux intérêts nationaux. Donc, ça veut dire aussi que la guerre de Syrie, ça ne nous concerne pas, mais c'est lié à nos alliés américains. Nous sommes membres de l'OTAN, donc on va couvrir. Voilà. Après, si nous n'avons pas nos intérêts là-dedans, là je parle en tant que Canadien, on ne couvre pas, ou quand on couvre, on reprend des pièces d'agences de presse comme l'AFP, la Associated Press ou Reuters, qui contrôlent au moins 75% de l'information mondiale, et puis voilà. Patrick, si demain on commençait à parler des conflits au Congo ou dans le reste de l'Afrique de manière un peu plus soutenue, quels en seraient les effets, selon vous? Mais les Canadiens vont se rendre compte, nos compatriotes canadiens vont se rendre compte que, par exemple, leur fonds de pension se retrouve à financer, via la Bourse de Toronto, des multinationales qui propagent la mort et la désolation dans certains pays d'Afrique, et particulièrement au Congo. Un exemple parmi tant d'autres. Dans votre enquête, le Canada dans les guerres d'Afrique centrale, vous décortiquez l'implication canadienne en Afrique centrale. Quelle était justement cette implication canadienne? Le Canada a été un acteur important dans le génocide rwandais. Nous avons le général Dallaire qui était là-bas. Bon, ce que moi j'explique, c'est que l'histoire du général Dallaire qui est racontée à Radio-Canada et à TVA n'a rien à voir avec l'histoire véritable que moi j'ai pu constater en enquêtant dans les archives des Nations Unies, en discutant avec des gens qui ont travaillé avec lui. Après, le Canada est impliqué dans la guerre du Congo en 96, nos multinationales notamment. Et puis en 1997, un officier canadien, le général Maurice Baril, avait été déployé dans la région des Grands Lacs. Il était le commandant d'une force multinationale que le Canada a court-circuité et qui a mené à l'extermination de près de 400 000 personnes à l'est du Congo. Il y a un rapport qui est sorti qu'on appelle le rapport mapping des Nations Unies qui documente ces crimes-là. Et puis après, le Canada a été impliqué à travers ces multinationales. Nous avons apporté une protection juridique importante à toutes ces multinationales qui ont été impliquées dans des crimes contre l'humanité en Afrique centrale, et cela a été largement documenté par les Nations Unies. Et l'implication continue. J'explique aussi par exemple que la première élection qui a eu lieu en 2006, nous avions eu comme au Congo, était très controversée. L'observateur de la mission internationale était un ancien premier ministre canadien, M. Joe Clark, qui quelques mois auparavant, était aussi le représentant spécial d'une multinationale qui était impliquée dans le pillage du Congo qu'on appelle First Quantum Mineral. Ah oui. Ouais. Et donc, vous avez aussi écrit un livre, Objectif Kadhafi. Dans Objectif Kadhafi, vous nous montrez en fait que l'implication occidentale dans l'assassinat en Libye. Oui. En fait, dans Objectif Kadhafi, j'ai travaillé sur les 42 ans de règne de Kadhafi et j'ai découvert beaucoup de choses. Je dois rappeler que j'ai travaillé dans les archives britanniques, dans les archives américaines. J'ai interviewé beaucoup de monde sur l'implication de l'OTAN et aussi du Canada. Et j'ai découvert même que le Canada était au courant que si on intervient en Libye, il y aura une déstabilisation complète du pays. C'est un rapport des services de renseignement canadiens que je reproduis dans le livre. Nous l'avons fait, nous avons tué Kadhafi, nous avons fait de la Libye une zone de non-droit où pilulent aujourd'hui, prospèrent des groupes djihadistes qui s'éparpillent à travers l'Afrique, à travers le monde pour commettre des attentats. Ça a été notre contribution canadienne à la démocratisation sauvage de la Libye.
En 2 mots, Patrick, pour terminer cette entrevue, qu'est-ce qu'on conseille aux journalistes qui veulent mieux couvrir l'Afrique depuis le Canada? Moi, je conseillerais aux journalistes qui veulent couvrir toutes les questions internationales de faire montre de beaucoup de rigueur, de ne pas se limiter à lire les dépêches de l'AFP ou ce genre de choses. Les journalistes doivent être curieux et surtout se départir des biais que l'on développe parfois dans le traitement de certaines informations. Si vous traitez par exemple la Corée du Nord, ne partez pas avec des a priori négatifs comme quoi ces gens-là sont des barbares. Essayez de comprendre. Il faut se documenter sur des questions qu'on veut traiter. Sans cela, nous aurons les journalistes que nous avons aujourd'hui qui sont certes de bons journalistes mais qui n'ont aucune rigueur dans le traitement de l'information. Patrick, j'aimerais vous poser quand même une question. En fait, j'aimerais savoir, vous êtes quand même assez connu, on pourrait dire, en France. Vous avez été interviewé par plusieurs médias en France et puis ailleurs dans le monde. Or, on dirait qu'au Canada, on vous interpelle beaucoup moins. Pourquoi, j'ai été interviewé récemment, c'est seulement à la radio de Radio-Canada, je crois, Winnipeg et puis Ottawa. Et puis je suis passé à Radio-Canada une seule fois. Mais en fait, de mon point de vue, c'est lié à ce que j'ai dit tantôt. Il y a encore cette perception-là que les bons experts sur l'Afrique sont des non-africains. Et que interroger un Africain, c'est pas trop bon. Il risque de dire des choses qu'on n'a pas envie d'entendre peut-être. Merci infiniment Patrick Mbeko pour cette enrichissante interview. Merci Léla Savic également pour terminer cette émission en beauté. On s'écoute Renaissance d'Elle me tue. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain de midi à 13h sur les ondes de CISM. D'ici là, pour écouter l'émission, ça se passe en balado-diffusion sur le site de CISM 89.3, sur iTunes, Google Play, sur la page Facebook de Mediapolis et même sur YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Je voudrais préciser que notre jingle a été réalisé par Yuri Nabad. Quant à notre identité visuelle, c'est un travail de Pauline Rechette. On vous embrasse. Merci, au revoir. Au revoir. J'étais sur le marbre, dans une salle vaste, silencieuse, étendue à plat sur un bloc. D'autres semblables à moi me paraissaient bien. Une odeur ne trahit pas. De ma vie antérieure sur les murs du temps antique. Je les décrypte, puis ma mémoire de coup s'effrite. Au loin, un livre dont les pages blanches se tournent une à une sans ce bruit. Qu'est-ce que ça signifie? Je franchis une deuxième porte. Je ressens dans toutes mes pores une tristesse infinie. Qu'est-ce que ça signifie? Je n'habite plus la peau qui fut la mienne. Suis-je le vestige d'une race qui fut la mienne?
Le palmarès de CISM, 60 minutes d'aventure au milieu des meilleures chansons du moment. Nos animateurs et animatrices débroussaillent toutes les nouveautés pour vous présenter seulement la crème de la crème. Du lundi au vendredi à 18h, au 89.3 Aux Itinérantes, on vous présente l'ultime calendrier culturel de la métropole. Du théâtre au cinéma, du cirque à la danse, du théâtre aux écuries à la licorne, du art gang au Wilder, de votre salon à la scène. Écoutez 90 minutes de musique, d'entrevues et de chroniques les jeudis dès 10h30 au 89.3 FM. Papier, ciseaux, allumette, non, c'est le best game que tu pourras jamais jouer. Roche, papier, ciseaux, allumette, non, c'est le best game que tu pourras jamais jouer. Eh oui, Roche, papier, ciseaux, les jeudis de 16 à 18h. Sur les ondes de CISM. Roche, papier, ciseaux, allumette, non, c'est Roche, papier, ciseaux, allumette, non, c'est le meilleur jeu que j'ai jamais joué. L'Université de Montréal ouvre ses portes le dimanche 27 janvier. Posez vos questions, comparez les programmes et préparez votre admission. Rendez-vous au métro Université de Montréal pour la journée porte ouverte le 27 janvier de midi à 16h. Plus d'infos sur umontréal.ca. Je suis Béris. Salut, je m'appelle Louis-Philippe Gingras. Bonjour, ici Claude Pelgag. Je suis Philémon Simon. Salut, ici Lydia Kepelski. Je suis Antoine Corriveau. Je m'appelle Sarah Toussaint-Lévy. Bonjour, je m'appelle Martha Charlotte Wainwright. Et j'écoute les Charlottes. J'écoute les Charlottes. J'écoute les Charlottes. Et j'écoute les Charlottes. Et j'écoute solidement les Charlottes. Et j'écoute les Charlottes. Je suis dans le parc Laurier, je me fais cuire un steak, puis j'écoute les Charlottes. Les Charlottes, tout le monde écoute ça. Tous les jeudis de 7h à 9h sur les ondes de CISM 89,3. Étudiants de l'Université de Montréal, c'est votre Sepsum, profitez-en. Plus d'avoir accès au plateau sportif, vous pouvez vous abonner à la salle d'entraînement pour aussi peu que 9 $ par mois. Visitez le sepsum.umontréal.ca pour tous les détails. Inscrivez-vous dès maintenant. Allô? On est CISM. Vous écoutez Corridor FM. Ah non! Hey Alex, as-tu envie d'écouter de la bonne musique? Ben certain, mais j'avoue que j'aurais envie d'écouter autre chose que de la musique commerciale. Je commence à être un peu tanné. Ben là, on a juste à écouter le cours de maths. Le cours de maths? Ben oui! C'est une émission qui présente les meilleures nouveautés de la scène math-rock, les spectacles à venir et les groupes essentiels. Wow, là tu jases. On s'intonise ça chaque mercredi à 21h sur les ondes de CISM? Parfait! À mercredi! Le cours de maths, tous les mercredis de 21h à 22h sur les ondes de CISM 89.3 FM. Cette capsule est présentée par Promotion Propaganda qui vous propose cette semaine. Le 24 et 25 janvier prochain au Jésus, ne manquez pas le spectacle Une idée sinon vraie qui rassemble le danseur Marc Boivin, le quatuor Bozzini et la musique d'Anna Sokolovic dans un spectacle danse-musique inspiré des personnages de la Commedia dell'arte. Détails sur levivier.ca. Pour savoir ce qui se passe dans le monde culturel et urbain, consultez nos différents présentoirs partout à travers Montréal. Promotion Propaganda, c'est la culture à portée de main. Attention, attention, mon nom est MC Gilles et je sévis sur la grosse radio. Oh que oui! Dès vendredi prochain, entre 7h et 9h, je serai dans ton tympan, dans tes oreilles, dans ta grosse radio! Syntonise CISM 89.3 pour le meilleur du terroir, le meilleur de la musique méconnue et peut-être même tes chansons en me rejoignant au mcgilles.com. Donc vendredi, on se jase ça! On veut jouer de la musique fort! Oh que oui! Vous écoutez La Marge à Matane. C'est quoi À Sainte-Julie. La Marge, c'est pas juste à Montréal. Va voir ailleurs si j'y suis sur les ondes de CISM les lundis à 7h. Vous écoutez CISM 89.3 FM. Bienvenue dans le Mix 25, 1h30 de musique francophone d'ici et d'ailleurs, sélectionnée par Benoît Poirier, directeur musical de CISM. En retrait, regardant derrière, ce brillant
brisé, le sol blanc sous les pas de travers. Et j'aurais pu